Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une session sur les options de stockage dans Azure. Donc on va pas regarder tous les stockages, on va regarder quelques-uns qui sont utiles pour les développeurs et pour les projets que j'ai pu voir, en tout cas en entreprise, notamment que ce soit en e-commerce ou des données plus business. Alors, je vais vous présenter rapidement. Moi, je suis MVP Microsoft Azure depuis 2012 maintenant. Je travaille chez SWAT, où je suis expert sur la même technologie que mon titre MVP. Je blogue quand j'ai le temps, donc pas souvent, sur mon blog personnel, sur blog.voivre.fr et mon blog.swat.fr, où je blogue aussi sur Azure principalement. Mon Twitter, c'est @wilfriedvoivre, et j'anime la communauté Azure France, The Cloud, si vous connaissez. Donc c'est une communauté Facebook, on se réunit tous les mois ou au pire tous les ans en fait sur des événements Azure qui sont mondiaux, notamment le Global Azure Bootcamp, qui est un mondial, qui se déroule le samedi. Alors cette année, c'est en mois d'avril, j'ai plus la date exacte. Et on déroule, ça une journée entière avec des sessions, des ateliers autour de la technologie Azure. On essaie de faire des sessions par rapport aux demandes des personnes qui viennent. C'est-à-dire que si vous voulez voir du SQL Server enfin SQL Database pendant toute la journée, vous avez du SQL Database toute la journée. C'est un vote démocratique. Et je vais souvent aux US. Et je prends une moisson rouge à chaque fois pour le logo. Alors, au menu du jour, on va avoir un tour d'horizon des stockages rapide. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme stockage différent sur Azure? On va faire un focus sur les bases de données relationnelles, notamment SQL Database. On va voir après le NoSQL dans le cloud. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Notamment avec deux NoSQL qu'il y a sur Azure, qui sont Azure Storage et DocumentDB. Et après avoir plein de données, on va peut-être les rechercher, voir comment on les recherche sur Azure et comment les retrouver. Donc, niveau stockage sur Azure, il y a un petit problème, il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire que vous allez retrouver du storage table, vous allez retrouver du SQL Database, du Cassandra, du RackDB, du SQL Server, du MongoDB, du Azure Insight, Azure Search, donc énormément de stockage. Et là, j'en ai que cité quelques-uns, parce que là, c'est ceux qui sont fournis par défaut sur Azure ou via le marketplace, mais il est possible d'installer vous-même votre propre solution de stockage. Par exemple, si vous voulez installer MySQL, vous pouvez le faire. Si vous voulez installer Postgre, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc il y a énormément de stockage. Donc lequel choisir, pour quel cas, c'est important. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut choisir comme stockage sur Azure? Donc par défaut, on peut se dire SQL Database, c'est SQL Server sur Azure. Donc j'ai un relationnel, je vais en faire, j'ai ça en entreprise. Quand je migrais, j'utilise SQL Database. Pourquoi pas? J'ai NoSQL, c'est en vogue, pourquoi pas? Je vais partir sur NoSQL, refondre tout mon applicatif sur NoSQL. Je peux utiliser un mix des deux, ou alors la réponse D, comme référence à Gad Elmaleh, pour dire voilà, je sais pas, on va voir en fonction du projet. Donc la première chose qu'on pourrait dire, c'est je prends du SQL Database, puisque finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a en entreprise SQL Server, je peux faire la haute dispo avec, je peux faire la réplication avec SQL Server 2014, j'ai du Always On, nickel. Je vais pouvoir, c'est un moteur que je maîtrise, pourquoi pas. Et en fait, la bonne réponse, selon moi et selon les projets, c'est un mix des deux. Donc un mix entre SQL Database et le NoSQL. Alors on va voir pourquoi. Chacun des moteurs ont ses forces et ses faiblesses. Euh, du coup, on va regarder pourquoi plus en détail par la suite. Alors pourquoi un mix? Si je prends le SQL relationnel, en fait, on va avoir une approche dite classique, c'est-à-dire qu'on va utiliser quelque chose qu'on connaît de A à Z. On va avoir des données qui sont transactionnées. Ça peut être important quand on veut faire du paiement, par exemple en ligne. On veut pouvoir assurer le paiement qui soit bien validé de A à Z, que les données soient bien validées. Ce qu'on n'a pas sur NoSQL. Le problème d'une SQL relationnelle, à mon sens, c'est que la scalabilité du SQL Server, elle est verticale. C'est-à-dire que vous pouvez monter la taille de la machine, monter la puissance. Mais quand vous voulez dupliquer les bases, c'est des grosses refontes. C'est-à-dire que vous allez devoir modifier un peu le code pour pouvoir fédérer aux bases. Avant, on avait quelque chose sur SQL Azure, SQL Database qui s'appelle la fédération, qui a été modifié fortement, voire un peu annulé. Et le principe, c'est que cette fédération, il fallait en fait modifier la partie des procédures stockées, enfin la plupart des procédures SQL pour pouvoir utiliser la fédération au maximum. En gros, il y avoir une base, vous avez plusieurs bases.
Et du coup, cette approche est un peu désuète. Ils sont pas plus partis sur une seule base sur Azure. Donc après, vous pouvez toujours faire du système par défaut, choisir plusieurs bases, gérer vos entités sur plusieurs bases. C'est jouable. Mais du coup, quand vous êtes parti sur du développement avec du Entity Framework ou des choses comme ça, c'est des contextes à refaire, à recréer selon les éléments. C'est du développement à rassurer derrière. Sur Azure, vous avez des performances garanties, enfin du coup, plus garanties qu'avant sur SQL Database. Vous savez quelle puissance vous allez avoir, combien de DTU vous allez avoir, disponibilité, le SLA. Et l'avantage du SQL relationnel, vous avez une approche avec un schéma qui est fixe. Si vous créez votre schéma de base de données, il est fixe, vous le connaissez, il ne changera pas. Sauf modification voulue. Donc c'est l'avantage d'un SQL relationnel. Alors le NoSQL, c'est une approche plutôt récente, même si ça commence à dater un peu. Hein. C'est pas sorti avant-hier. C'est surtout donné à des données à forte volumétrie. C'est-à-dire que plus il y a de volume, plus intéressant de passer du NoSQL sur certains jeux de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, le NoSQL va avoir une scalabilité qui sera horizontale. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre des datas, vous pouvez en mettre énormément. Par défaut, comme s'il y a ça sur le file system, sur du cloud, il va pouvoir attaquer sur plusieurs file systems sans problème. Et avec une index, il va pouvoir facilement retrouver ces éléments, et ces petits. Et vous avez un schéma de données qui est flexible. Alors, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien parce que vous allez pouvoir mettre vraiment n'importe quel type de données dedans. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une table produit, que ça soit un baladeur CD ou, enfin ça n'existe plus, mais un baladeur MP3 on va dire, ou une paire de chaussures dans la même base de données, vous allez retrouver en fait le même objet produit. Et après, selon le contexte où il va se trouver dans l'applicatif, il va pouvoir retrouver si une unité de pointure ou si c'est une taille juste une taille en hauteur, largeur et le poids. Mais à l'inverse de ça, c'est un schéma de données flexible, c'est-à-dire que quand on veut faire une estimation, quelle taille prend notre base de données, on ne va pas pouvoir l'estimer de base. On va pas pouvoir dire un produit, ça va nous faire 16 kg par exemple, pour pouvoir le dire d'avance, parce que le produit change selon le contexte. C'est beaucoup plus dur à quantifier de base, et c'est plus dur à modéliser, puisque du coup, on ne va pas avoir un vrai modèle sur le sujet, un vrai modèle de base de données. Finalement, c'est un modèle NoSQL, on va juste avoir le nom des tables, et comment on va les requêter, et comment les utiliser derrière. Alors, je me suis dit, avant ça, en fait, donc, je me suis dit, on va commencer par les bases de données relationnelles, en principe, et après, je vais vous montrer donc, en fait, un projet que je migre à la base en full SQL relationnel, que je vais commencer à migrer des parties en NoSQL. Et pourquoi je les migre, du coup. Donc, base de données relationnelle. Alors, en gros, ce qui est intéressant sur base de données relationnelle, quand on parle de justement de gestion dans Azure, on a un historique au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va retrouver des DBA chez l'entreprise, ou des gens qui font de la BI qui font aussi du DBA. Maintenant, les gens font la même chose. Enfin, les gens font malheureusement le deux travail en même temps, avec le même salaire. Le principe, c'est que vous avez déjà l'entreprise, vous pouvez dire, je connais le moteur, je sais comment l'utiliser. Si je migrais dans le cloud, c'est simple. C'est-à-dire que je vais pouvoir soit utiliser le moteur SQL Database, avec le moteur relationnel dispo par Microsoft, ou je peux le réinstaller en IaaS, et du coup, j'ai vraiment l'environnement de A à Z que je connais et je maîtrise sans aucun souci. Et j'ai un SLA qui est de 99,95% dessus, c'est un moteur que je connais, donc j'ai beaucoup moins de problèmes. Je vais pouvoir faire de la haute dispo, du always on avec un SQL Server on-premise si je souhaite, répliquer une base de données. Il y a énormément de choses sur SQL Database qui sont nouveaux depuis cette année. Et l'avantage aussi, c'est que, ce qu'on me demande souvent de faire, en production, je vais avoir disponible énormément d'outils, que ce soit pour du backup et du restore, parce que backup c'est bien, mais restaurer c'est mieux, quand on en a besoin. Je vais avoir de la réplication, je vais avoir la haute dispo, je vais avoir des outils de performance et d'analyse de mes requêtes, donc vraiment tout ça outillé sur mon SQL Server, mon SQL Database. Donc vraiment, je reste en même contexte. Donc je vais avoir une approche qui sera, on va dire, quasiment identique par rapport à celle que j'ai on-premise sur la solution. Donc c'est souvent ce qu'on va utiliser en entreprise pour aller sur Azure. Parce que ça permet à la fois d'immigrer et si besoin de faire marche arrière. Parce que ça arrive aussi. Alors cependant, parce que du coup le monde n'est pas parfait, tout le monde le sait, les bases de données sur Azure en SQL Database sont limitées à 500 Go. 500 Go,
ça commence à faire effectivement, sachant qu'avant c'était 150 gigas, donc là 500 gigas c'est déjà beaucoup mieux. 100 gigas ça commence à faire, mais honnêtement, quand vous voulez faire un backup de 500 gigas, le faire un restore, ça prend du temps. C'est pas automatique derrière. Vous allez avoir une grosse volumétrie. 500 gigas c'est le max, c'est-à-dire que si vous dépassez, vous allez avoir des problèmes sur l'enregistrement de vos données, vous allez avoir énormément de messages d'erreur. Et quand vous voulez mettre une deuxième base derrière, bah, ça va être plus compliqué, parce que du coup, enfin, c'est jouable, hein. Aucun problème, vous pouvez, mais du coup, il faut soit vider la base actuelle un petit peu et modifier le schéma pour pouvoir tourner sur une deuxième base ou non. Enfin, c'est pas pour moi base de données sur SQL à database. En grosse volumétrie, c'est pas le top du top, du coup. Et vous allez avoir, enfin, il faut bien gérer tous vos index, enfin, tous les problèmes de debug, vous connaissez, je pense, comment gérer les performances d'une base de données. Le prix sur SQL Database, alors j'ai triché un peu, c'est le prix le plus gros là. La meilleure instance sur SQL Database, pour 500 Go et 800 DTU, on est à autour de 2800 € par mois. Alors ça, c'est sans compter les instances pour faire des réplicas. Si vous voulez faire un backup, une autre dispo, vous voulez un réplica à côté pour pouvoir en fait avoir un doublon de votre SQL Database, et bah, vous faites x2 sur le prix, x3, x4, selon le nombre d'instances que vous voulez à côté. Bon, par défaut, il y a quand même dans ce prix-là qui est inclus donc il y a la licence SQL du coup que vous allez payer. Vous allez avoir aussi les backups automatiques, c'est-à-dire des backups qui sont faits. Si le base de données, votre moteur avec la machine tombe, elle est directement re-up sans aucun problème. Donc elle est disponible tout le temps. Et alors, je pense surtout aux applications dites modernes en web. On va avoir beaucoup d'éléments JavaScript. On va avoir sur SQL Server, il y a actuellement pas vraiment d'accès natif avec une nouvelle appli web. Exemple, pour taper votre SQL Server. En gros, le principe, c'est souvent ce qu'on demande, c'est que bah, j'ai un accès en lecture à une base de données, j'ai un accès en lecture seul, je peux me connecter à cette base de données via un accès web rapidement, comme ça, depuis un JavaScript, je vais pouvoir accéder à mon application web sans avoir passé par un serveur. On économise des coûts de serveur, niveau applicatif, mais à la fois, ça peut être intéressant sur pouvoir donner beaucoup plus, comment dire, dynamique. Par exemple, quand vous utilisez par exemple Power BI sur du Excel, vous allez connecter directement avec un connecteur associé et vous allez pouvoir faire rapidement vos jeux de données, tester, faire des jolis schémas sans problème. On vous demande parfois ça en mode web, donc à part utiliser des connecteurs, il faut soit créer, soit utiliser ceux qui sont pas souvent très stables. Ça devient assez compliqué de pouvoir exposer une page web dessus directement. Il faut créer un serveur et gérer une scalabilité sur ce serveur-là aussi. Donc, alors, SQL Database. Alors, il y a une update qui est très récente, enfin très récente, commence à faire un petit peu de temps. Enfin, une update récente sur l'année. En gros, il y a de nouveaux plans d'hébergement qui ont été instanciés sur SQL Database. En gros, avant, il y avait deux plans d'hébergement qui étaient web et business. Ça permettait de monter en charge facilement. Les performances n'étaient pas toujours là, c'était assez variable. Pour moi, c'était pas terrible pour une base de données SQL Server. Je préférais l'installer en mode IaaS, SQL Server, avec des meilleures performances dessus. Là maintenant, les nouveaux plans d'hébergement, donc on va retrouver donc là, le basique, le P1, le P3, le P2, le P3, le S0, le S3, il me semble. On a une meilleure performance, et surtout c'est plus prédictible, et en plus, alors c'est moins cher. Le rêve. Alors si, je peux pas parler de l'update en détail parce que c'est trop long, mais il y a Benjamin Talmar et Sven Goudot qui font une présentation à 14 h. Il faut vérifier l'heure, enfin une présentation sur SQL Database, notamment les nouveautés depuis un an. Donc il va y avoir énormément de nouveautés, donc on parlera sûrement des plans d'update, je n'ai pas pu les croiser pour être sûr, mais ils sont quasiment obligés d'en parler, quoi. La haute dispo qui est native quasiment dessus, enfin ça se fait en 3 clics, coup de chance. Je vais faire une petite démo. Alors, c'est vraiment une démo très simple. Donc, ici. Alors, j'ai un site. Alors, c'est un site template de ASP.NET. Hein. Je n'ai pas codé ça hier soir, je n'ai pas eu le temps. Hop. On va me connecter dessus en espérant que j'ai accès. Ouais, c'est bon. J'ai pas le temps de retester. En gros, c'est un site alors, un peu en mode pas e-commerce, c'est en fait ça présente des produits uniquement. J'ai rajouté 2-3 trucs de paiement associés. En gros, le principe, ce qu'on va retrouver ici, c'est que je vais retrouver donc mes produits, mes différents produits, qui vont être donc stockés en bas. Je vais retrouver mon utilisateur, je vais retrouver mes ordres de paiement
tout en bas sans problème. L'intérêt de ça, c'est que bon, là, j'ai une petite base, j'ai 7 produits. Non, un peu plus. Un peu plus, ouais. J'ai fait du Pika. Donc, quelques produits, j'ai pas énormément. Ça me permet en fait de faire des tests dessus. Donc, niveau du code, en gros, alors, est-ce que vous connaissez Anti-Framework? Pas du tout. Ok, bon. Anti-Framework, c'est un .NET pour accéder à la base de données, donc une base de données SQL, notamment. Et alors, autant j'ai beaucoup craché quand j'étais jeune sur Anti-Framework, autant maintenant c'est devenu un outil qui marche. En gros, j'ai un contexte objet. Je vais zoomer. Voilà. J'ai un contexte, en fait, simplement, où je vais pouvoir utiliser, en fait, déclarer mes entités. Donc, je vais déclarer mon note, mes product, mes orders. Ça, c'est simple, hein. Et en fait, je vais pouvoir modifier la configuration de base pour pouvoir, en fait, utiliser SQL Database. Alors, par défaut, on peut l'utiliser sans aucun problème. Mais quand on veut, en fait, utiliser vraiment la scalabilité, faire une politique de retry, quand on veut justement utiliser, faire un test, ça ne marche pas parce que SQL Server, SQL Database nous dit non, c'est pas possible maintenant, je recrée. En fait, on a les stratégies qui existent, donc c'est la SQL Azure Execution Strategy, qu'on va pouvoir créer et dire, voilà, on veut utiliser cette stratégie pour pouvoir l'utiliser. Donc là, le code en question, donc, il est un peu compliqué parce que je peux en plus la suspendre, cette stratégie, pour en utiliser une autre, si besoin. Mais l'intérêt, c'est que voilà, si je veux avoir un accès à une base de données, je vais pouvoir faire un try et retry. Une question, quelqu'un a déjà vu le portail SQL Database? Non, pas du tout. Ok. Je vais vous le montrer, du coup, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Alors, sur Azure, le temps qu'il se connecte. Voilà. En gros, vous allez sur Azure, et alors, pour créer une base de données sur SQL, sur Windows Azure, enfin sur Microsoft Azure, c'est assez simple, hein. Vous allez devoir créer, vous avez un plus, vous faites Data Services, attendez que ça charge. Allez. Vous allez faire un, on va dire, custom create. Vous allez en fait pouvoir choisir un nombre de base de données sur l'inscription que vous avez. Choisir donc ça s'appelle la collation. Et choisir le serveur derrière et où il se trouve. C'est-à-dire que si vous le déplacez en Europe de l'Ouest, Europe du Nord, aux US, en Asie, au Japon, simplement. Vous avez créé il y a 3 à 4 minutes, vous avez dispo votre serveur SQL. Donc c'est plutôt rapide en soi. Alors moi j'ai déjà créé un. Du coup on va pas en créer un autre. Donc le dashboard en fait sur SQL, sur le portail Azure, vous avez en fait une vision de votre consommation, où vous retrouvez. Vous allez pouvoir la monitorer, pouvoir monter en charge si besoin. Partie scale en fait, pour pouvoir changer les plans d'hébergement. Là je suis en mode basique, mais je pourrais passer en standard, dire en quelle version je veux, et sauvegarde elle sera appliquée. Pour activer la géoréplication, toute la partie audit aussi, derrière. Alors si vous ne connaissez pas, il y a un petit bouton ici qui s'appelle Manage. Alors en gros là vous allez voir le dernier projet Silverlight au monde, puisque personne n'utilise. Donc vous connectez dessus. Voilà. Faut attendre, du coup. Voilà. Alors, autant, bon, le portail, vous allez pouvoir gérer comme sur un SMS, donc un management studio. Il existe aussi management studio, vous pouvez aussi utiliser, hein, aucun problème. Mais moi, ce que j'adore dans ce portail-là, c'est cette partie-là, performance des requêtes. En fait, vous allez pouvoir avoir toutes les requêtes qui se jouent sur votre SQL Database directement. Par exemple, celle-là. Ici. Vous allez trouver en fait le plan de la requête. Quand vous faites du debugging de requêtes sur SQL Database, vous pouvez utiliser le profiler de SQL Server. C'est pas possible de le faire, d'utiliser, enfin, il faut faire un trick. Là, par défaut, vous l'avez. Vous pouvez pouvoir en fait éditer, enfin, vérifier chaque plan d'exécution et voir les performances associées. Donc, l'intérêt de ça, c'est, enfin, moi, ce que je vois, c'est que nativement, vous avez quelque chose pour justement analyser les requêtes. Bon, c'est pas gratuit, du coup, vous utilisez SQL Database.
mais vous l'avez en plus pour pouvoir l'utiliser, voir quelle requête a pris du temps et qu'est-ce qui se passe sur votre serveur. Je trouve ça vraiment pas mal. J'ai des DBA que je connaissais qui étaient jaloux quand même que ça sorte sur du SQL Server 2014, un peu mieux, enfin les plans de requêtes aussi bien, en mode web en tout cas, qui étaient bien contents de le voir. Celui-là, ils font ah c'est sympa ce truc, je vois bien le même chez moi. Donc, voilà. Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'est plutôt sympa. Enfin, ça c'est le dernier projet Silverlight, hein. Ça va sûrement s'arrêter un jour. On va sûrement refaire un HTML5, j'espère. Donc, niveau du code, en gros, alors je ne vais pas vous montrer du code vraiment compliqué, mais le principe c'est que niveau base de données, en gros j'ai un contexte d'objet, qui est donc celui-là, ici, et je vais pouvoir en fait dire que je veux la liste des produits directement en appelant le contexte et avoir la liste des produits. Donc ça va récupérer tous mes produits par défaut. Alors, la question c'est, est-ce que ça sert vraiment d'avoir les produits en base de données? Parce que j'ai déjà vu des clients où finalement la base de données c'est quoi? C'est 60 gigas de base de produits, donc pour l'opérationnel en tout cas. Et derrière à côté je vais avoir toute la partie commande, utilisation, user, ces éléments-là qui vont être dedans. Et du coup, est-ce que ça sert vraiment de mettre la partie produit, vraiment tous les data du produit, dans cette partie, dans cette base de données? Parce que du coup, si je veux rajouter des champs à la volée sur mes produits, je dois soit faire des tables, faire des bidules pour faire des key values sur du SQL Server, c'est assez compliqué. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça, de me prendre une complexité supplémentaire pour pouvoir en fait gérer mes produits dans mon SQL Server? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que finalement, quand j'enregistre une ligne de commande, j'enregistre l'ID du produit uniquement, je n'ai pas besoin de plus. Moi j'ai besoin de l'ID du produit pour savoir qui a commandé quoi, et après la quantité. Donc ça me permet d'avoir juste l'ID du produit. Donc on va peut-être réfléchir sur comment sortir la partie produit de la base de données. Vraiment la partie vraiment purement data que je ne vais pas avoir besoin. Et à côté de ça, la partie log. C'est-à-dire que j'ai besoin de loguer mes applications, que ce soit du log standard pour dire qu'est-ce qui se passe sur l'application, mais aussi l'analytics. Là, j'en ai pas sur la version de projet, mais est-ce que j'ai besoin de l'analytics sur un projet en stockant tout en base de données? Parce que l'analytics, c'est ce qui prend les logs, c'est ce qui prend énormément de place. J'ai 500 gigas de base. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter à ma base, l'alourdir, clairement, pour mettre des logs qui vont me servir, effectivement, mais est-ce que j'en ai besoin d'un cas concret? Est-ce que j'ai besoin de toutes les données, historiser extrêmement tout? Je ne sais pas. Donc, c'est à réfléchir. Donc, moi, je propose, en fait, d'héberger en fait, ces données, que ce soit les produits, mais aussi la partie log et analytics dans une autre base de données du type NoSQL. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de data pour les parties NoSQL avec des logs, des analytics. Mais on va aussi avoir les produits qui vont être flexibles en partie avec du DocumentDB. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter des champs sans problème, sans avoir à modifier derrière. Je fais la base de données, modifier des champs et voir les impacts à chaque fois. Donc on va voir ça. Donc, on va sur les slides. La partie NoSQL en cloud. Alors pourquoi c'était créé le NoSQL? Alors, les avantages que moi je trouve, en tout cas après, il y en a peut-être d'autres. Hein. Et donc c'est flexible au niveau du modèle, comme je vous disais, c'est-à-dire on peut rajouter un champ sans aucun souci, des champs sur le modèle. On va avoir une meilleure scalabilité, puisque du coup on va être scalabilité de façon horizontale, puisque c'est nativement horizontal en fait par défaut. On va avoir une meilleure performance, puisque alors les performances sont vraies et fausses. En fait, sur un moteur SQL, vous allez en fait stocker vos données de façon qu'elles soient structurellement bien stockées. C'est-à-dire que vous allez les stocker pour qu'elles soient les produits bien à cet endroit-là, les orders à cet endroit-là, les users à cet endroit-là, vraiment stockés où vous le souhaitez, et correctement, bien agencés. Vous allez éviter les doublons de données, parce que ça ne sert à rien d'avoir une base de données avec des doublons de données, normalement. En NoSQL, c'est totalement l'inverse. Vous ne pensez pas du tout comment est stocké votre donnée nativement, mais comment être requêté. C'est-à-dire que si vous allez requêter des produits par l'ID, ok, vous allez mettre un ID produit, et vous allez avoir la description de produit en dessous, mais vous allez requêter que l'ID. Le reste, vous n'allez pas chercher le nom du produit ou ces éléments-là. Vous voulez requêter des parties, par exemple, je prends les users, qu'on met généralement très peu en base NoSQL, on est plutôt en base SQL. Vous les requêtez par les emails. Ok, on met les emails dedans. Les emails, c'est de la clé, finalement, de votre élément. Mais on se dit, ouais, mais je veux aussi les requêter par ID. Du coup, bah là, on va peut-être soit essayer de mettre un index dessus, sur l'ID, soit se dire, bah tiens, je pourrais créer une autre table où c'est user que requête par ID. L'intérêt, c'est qu'on va dupliquer les données, mais selon pas dupliquer pour dupliquer, mais dupliquer selon les requêtes métiers. C'est-à-dire que quand moi on me demande de faire un schéma NoSQL,
je dis déjà c'est quoi vos requêtes. Qu'est-ce que vous voulez faire comme requête sur votre applicatif et pourquoi vous voulez faire comme ça. Après on va mettre le schéma en ce sens-là, en le sens de vos requêtes, et du coup on va avoir des performances qui seront très accrues puisque du coup on va chercher que selon l'utilisateur va chercher. On a souvent accès via des API qui sont disponibles. C'est-à-dire par défaut, on va trouver des API qui vont être dispo en mode web sur du MongoDB, sur du storage, sur du DocumentDB. Donc vous avez des connecteurs qui existent, vous pouvez les utiliser en JavaScript par défaut, c'est sécurisé. Ça va être du REST, via des API data, via des contraintes de sécurité côté serveur. Par défaut, c'est dedans. Hop. Alors, le but de NoSQL, alors déjà, c'est NoSQL, ça ne veut pas dire je ne vais pas utiliser NoSQL parce que je suis totalement un puriste. Je vais utiliser. Le NoSQL, ça veut dire Not Only SQL. En gros, si vous pouvez utiliser donc le NoSQL pour en fait mettre votre régime au régime de votre base de données. C'est-à-dire que vous allez enlever tout ce qui est données produits, analytics, log. C'est des données qui servent à rien pour tout ce qui est BI, reporting, associé. Vous avez besoin de l'ID produit, ok. Vous avez besoin de l'analytics sur combien on utilise, mais vous n'avez pas, avec base de données, gérer un mois de log ou d'analytics, parce que ça prend du temps, il va falloir rajouter du Agile Insight pour le lire facilement, voir qu'est-ce qui était fait. Là, par défaut, vous allez pouvoir modifier ces éléments-là, pour pouvoir voir ce qui se passe plus facilement. Alors, les inconvénients du NoSQL, parce qu'il y en a énormément, on a un manque d'outils qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a très peu d'outils pour utiliser du NoSQL. On va se retrouver avec des outils à la fois pour vérifier ce qui se passe dans cette base de données, comment les performances dessus, parce qu'on en a très peu. Ça dépend, certains ont des outils, mais c'est pas généraliste. Niveau backup et restore, ça manque souvent d'outils. Soit il faut faire un truc manuel, soit en fait il faut utiliser des outils tierces. Vous n'avez pas vraiment la main dessus, vous ne savez pas combien de temps ça va être disponible. C'est assez compliqué. Le monitoring aussi. Et surtout un gros problème, vous avez un manque de compétences techniques qui est vraiment accru chez les développeurs. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une équipe de développement, ils savent utiliser rapidement le truc, ils ne savent pas les performances. Ils n'ont pas le concept jusqu'à finalement aller jusqu'en production et pouvoir gérer derrière cette base de données. Donc on est en manque de compétences, en manque d'outils. Donc ça va être un gros frein pour utiliser du NoSQL dans du cloud ou même à demeure. Donc le NoSQL, c'est un terme qui est très très large. En gros, grosso modo, il y a deux types de bases de données. On va retrouver la base de données au format document. On va retrouver DocumentDB, MongoDB, RavenDB. Ça va être extrêmement utile pour tout ce qui est fiches produits, donc les données produits, mais aussi pour la gestion de documents. C'est-à-dire que dans un document, vous allez devoir gérer des métadatas. Le métadata, si l'utilisateur qui est saisi, il va pouvoir en mettre énormément, faire des tableaux de métadatas, facilement. Et ça, on peut facilement le prendre, le mettre en JavaScript, en JSON, et le uploader en base de données, en mode DocumentDB ou MongoDB ou RavenDB. C'est un mode document, puisque du coup, par défaut, il prend ce format-là. Il y a le format en mode table, en mode plutôt clé-valeur, qui est donc Azure Table Storage. On va retrouver Cassandra, on va retrouver Bigtable. Alors, ça va être utile pour les logs, notamment l'analytics et des gros flux de données. Par exemple, si vous voulez récupérer tous les flux Twitter qui passent sur le JSS 2014, récupérer tout ce qui se passe aujourd'hui, vous le récupérez au fur et à mesure, vous allez loguer tout, vraiment en vrac, et après vous avez des lignes, et vous allez pouvoir les traiter soit une par une, soit en masse, comment sont triés par défaut. Bon, je ne sais pas si je vais le faire avec SQL Server, mais bien changer un peu de temps en temps. Donc, niveau démo, alors je vais prendre le code, donc je ne vais pas coder devant vous parce que du coup, je sais que je n'ai pas accès qu'à des développeurs. J'ai triché. J'ai pris mon projet et j'ai enlevé donc la partie produit et j'ai mis en DocumentDB et niveau storage pour Analytics. J'ai créé en plus des flux Analytics, c'est-à-dire que chaque fois que je vais cliquer sur un élément, je vais pouvoir analyser le stock. Donc j'ai tout mis en mode synchrone pour Analytics, ce qui n'est pas le meilleur cas d'usage, mais c'est juste pour la démo. Donc, je vais accélérer parce qu'il est 11h15, alors je finis normalement dans 15 minutes. En gros, le principe, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du code d'avant. Tout à l'heure, j'avais un contexte de données qui était le JSS context. Je faisais un ZTX.products.toList et j'avais mes produits. Là, en fait, je vais avoir un contexte des objets, c'est le docdb. Donc, qui est une base de données
documents, je pourrais récupérer mes produits. Donc mes produits, ce qu'il fait, je vais avoir en fait une database qui s'appelle JSS, je vais avoir une collection de documents qui s'appelle Products, et je pourrais la récupérer avec une... Donc là, je récupère tous les éléments d'un coup, par défaut. Donc je récupère tous ces éléments-là, il va les afficher et me les récupérer. Niveau du stockage, c'est stocké ici. Sur donc DocDB sur Azure. Je suis déconnecté, merci bien, je le savais bien. Sinon c'est pas drôle. Donc en gros je vais les stocker niveau donc document DB. Alors en gros j'ai fait une politique d'import pour aller récupérer et les importer directement dessus. Hein. J'ai pas. J'ai pris mes documents, donc mes produits SQL, je les ai récupérés, je les ai tous listés. J'ai fait un import en document DB. Starting up. Alors le portail Azure est long quand vous êtes en démo uniquement. Sinon il est plus rapide. Il m'a déconnecté encore. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. On va changer de navigateur. On va le mettre en privé quoi. Aïe aïe aïe. Vas-tu y arriver? C'est comme l'effet démo, vous connaissez? C'est pareil. C'est le même principe. Alors DocumentDB, sur Azure, vous pouvez créer donc le même principe sur le nouveau portail uniquement. Vous faites New DocumentDB et vous allez avoir un DocumentDB. Alors, on vous dit 5 minutes sur la doc, mais en fait c'est 30 minutes pour celui-là. Et pas en mode démo. C'est toujours 30 minutes. Merci, ça y est, enfin mon compte. C'est celui-là. Ah, tu vas y arriver? Roi. En gros, derrière, je vais vous montrer, c'est un flux JSON qui existe sur les documents. Je vais pouvoir le récupérer. En fait, c'est ça qu'il n'aime pas, je crois. Ah, si. Donc j'ai GSS Products. D'ailleurs, je vais avoir un ID avec les documents. Et en fait, ici, voilà. Ici, je vais retrouver un ID. Alors, j'ai gardé l'ID SQL que j'avais par défaut parce que j'ai pas une migration totale. Mais j'ai un ID unique, donc c'est le premier. Et j'ai l'ID en fait SQL que j'avais avant, que j'ai gardé. J'aurais pu mettre un ID SQL en GUID en fait, si vous le souhaitez. Derrière, je vais avoir ma description, mon nom, mes produits, une image derrière. Par exemple, si là je vais rajouter un tag, je peux faire en fait tag, deux points, crochet, et puis je vais pouvoir mettre la liste des tags que je vais associer à mon produit. Et en fait, l'afficher tel quel, enfin, l'afficher derrière, traiter côté client, pour pouvoir l'afficher. En intéressant, je vais pouvoir le modifier, mais indépendamment du produit d'à côté. C'est-à-dire que chaque produit va être unique. Son schéma va être unique en fait, par défaut. Il va juste, lui, garder en tant qu'index le ID. Enfin, les deux ID d'ailleurs, ils gardent en tant qu'index, parce que du coup, j'ai rajouté un index sur l'ID, l'autre. Je vais pouvoir en fait récupérer ces éléments sans problème. Donc sur les autres bases de données, type document, vous avez souvent un format JSON, par défaut pour la lecture et l'écriture. Alors soit c'est un format JSON propriétaire, notamment sur MongoDB, ou c'est du BSON, où en fait il est surtout derrière serialisé et encrypté pour qu'il soit beaucoup moins gourmand derrière, en place. Le principe c'est que vous avez souvent un format JSON, au moins pour pouvoir l'utilisation dans les outils. Donc, là c'est la partie pour récupérer les produits. Donc je récupère tous les produits. Si je récupère un produit par ID, bah, finalement, je vais en fait avoir une requête. Alors là c'est du link. Alors le link, si vous ne connaissez pas pour les non-développeurs, c'est le langage SQL qui a été converti en .NET pour pouvoir requêter n'importe quoi. C'est-à-dire que là je récupère un élément qui est du NoSQL,
mais je peux aussi requêter du XML, d'une base de données, des objets, enfin. Donc simplement, je vais pouvoir créer une query et je vais pouvoir l'utiliser derrière pour récupérer un ID avec un seul. Alors ce produit DocumentDB est en preview actuellement, donc c'est pas le meilleur outil du monde, mais il a l'avantage d'être sorti récemment sur Azure. On a aussi MongoDB sur Azure si vous souhaitez. Alors il y en a un autre que je vous montrerai tout à l'heure. Pour récupérer une liste d'ID, en fait, c'est vous pouvez récupérer tous les produits associés à un ID. Enfin, associés à plusieurs ID en fait. C'est-à-dire que si par exemple, vous voulez tous les produits qui ont ID 1, 2, 3, 4, vous allez pouvoir les récupérer. Là c'est une requête, vous allez voir, c'est une requête SQL. Alors niveau, par contre pour l'analytics, alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté en fait au début de chaque ligne un analytics.log action avec l'action qui se passe et les paramètres. Donc j'ai mon user et je vais avoir les paramètres aussi. Donc là j'ai 0 paramètres, mais si je prends sur un order, je vais avoir un paramètre ID avec l'ID. Donc derrière, ce que je fais, donc je me connecte à leur Azure Storage. Donc alors le code est barbare, mais enfin barbare. En gros, je prends une entité qui est dynamique et je rajoute mes objets à chaque fois à mes propriétés. C'est-à-dire que derrière, quand je fais une action, elle sera loguée et je peux la récupérer. Alors, l'intérêt de ça, c'est que là, je rajoute des champs à la volée, c'est-à-dire que je rajoute un champ ID, je rajoute un champ user, je rajoute tous les champs que je veux. Et par défaut, il va me créer ces champs. Donc, hop, je vais zoomer un peu. Par défaut, voilà. Donc là, c'est les index. Je vais avoir l'URL, l'user, la partie search parce que j'ai une search derrière. Je vais avoir l'ID associé. C'est-à-dire que si je rajoute en fait, bon là j'ai pas l'ID du coup sur ces 3-5 lignes là, il faut descendre. Mais en gros, si je rajoute un champ, il va créer une nouvelle colonne et les autres sont nuls en fait par défaut. Et je peux récupérer, mapper mes éléments selon les champs que j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Donc ça, en gros, je clique sur un bouton, ça log à chaque fois. Je ne vais pas vous montrer la démo puisqu'on va essayer d'avancer pour que ce soit pas trop en retard. Alors, la question d'après, c'est finalement c'est bien de mettre des données partout, en mettre dans le document DB, dans l'analytics, dans du SQL, mais j'ai un gros problème derrière, c'est où sont mes données. Alors, où sont mes données? Donc, oui, Charlie, finalement, vous connaissez le jeu, les bouquins de l'époque. Principe, c'est qu'il y a vraiment partout, donc comment je fais pour les rechercher? Parce que c'est compliqué quand même. Donc, Charlie est là, si vous ne cherchez pas. Hein. Alors, si on les stocke dans tous les différents types de stockage, que ce soit du SQL Database, du DocumentDB, du storage en table ou du blob pour les images. Finalement, la recherche, mais en fait, c'est en fait vraiment embêtant. C'est pas pour dire autre chose. Du coup, comment en faire? En fait, il y a des produits des moteurs de recherche. Vous devez peut-être connaître Lucene ou des éléments comme ça qui existent, qui peuvent être utilisés pour faire de la recherche. En fait, vous indexez des données dedans et vous allez pouvoir les utiliser. Lucene, Elasticsearch, vraiment. Alors pourquoi partir sur des solutions comme ça? Parce que SQL Database, il a un gros inconvénient. La recherche full text, ça n'existe pas. Vous devez connaître le principe sur du SQL Server en premise. Vous allez pouvoir mettre du full text sur les descriptions produits, sur les titres des produits, pouvoir dire voilà, quand la personne recherche chocolat, il va retrouver le chocolat directement dans tous les produits qui sont associés. Simplement, sans avoir à faire une recherche beaucoup plus compliquée derrière. Alors, si on dit qu'on ne veut pas utiliser SQL Database, mais utiliser full text, c'est-à-dire qu'il faut que je passe du YAS pour une base de données SQL Server en mode YAS. Et du coup, le problème de ça, c'est que ça me coûte beaucoup plus d'argent pour avoir la même performance. Ou alors, il faut utiliser un service tierce ou un service sur Azure. Alors, moi, je suis plus partisan d'utiliser un service sur Azure ou sur un service tierce plutôt que rajouter une surcouche YAS pour pouvoir gérer une base de données, parce que du coup, c'est la maintenance, l'infogérance en plus, et ça devient assez contraignant au final. Donc, Azure Search, donc c'est sorti aussi récemment, mais c'est bien mieux. En gros, le principe, c'est que si une API REST pour faire de la recherche, uniquement l'API REST, pour faire de la recherche, vous allez stocker dedans, en fait, uniquement les données que vous voulez indexer. C'est-à-dire que vous indexez les données que vous souhaitez, vous allez pouvoir populer les données, enfin mettre autant que vous le souhaitez, plus il y en a, plus vous payez, c'est logique.
il indexe pour vous et que vous faites une recherche. Lui, il recherche en full text ou selon les critères que vous avez souhaités. Vous avez aussi la recherche avec des données géospatiales, la recherche donc géolocalisée, comme je disais. On a la recherche donc full text intégrée, énormément de choses par défaut. Donc la démo. Alors, il faut ouvrir un nouveau projet. Alors la V3, j'ai dit. C'est celui-là. En gros, donc j'ai créé un Azure Search sur côté donc, du portail Azure, donc c'est un nouveau portail. Alors par défaut, le portail Azure sur l'Azure Search est vraiment très nul. En fait, il n'y a rien. Vous allez pouvoir créer le truc, dire voilà les clés, quels sont les accès. Vous n'allez pas pouvoir voir les données qu'il y a dedans, vous n'allez pas pouvoir voir les index qui sont dispo. Alors, c'est le début, on espère que ce sera mieux bientôt. Alors, commençons par la partie search, ça sera mieux. Alors la partie search, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai créé une recherche, je vais créer mes index. Donc, mes index, en fait, derrière, je vais définir un nouvel index. Je vais définir tous les champs que je vais mettre dedans. Donc là, je mets que l'ID, le titre et la description, pas plus. Je vais dire si c'est la clé que je vais récupérer. Je vais dire si on peut le retrouver. Je vais dire si on peut chercher dedans. C'est-à-dire que là, par exemple, si je cherche 3, bah, je ne vais pas te chercher dans la partie clé. Je vais chercher que dans la partie titre et description, uniquement. L'intérêt, c'est vraiment, je vais pouvoir dire ce que je veux indexer réellement. Alors, pour les développeurs, ça, c'est pas l'outil de base. Le SDK de base, ça, c'est un SDK qui est créé par Sandrino Di Mattia, qui est un Belge, qui a fait des très bons outils autour de Azure Search, qui sont très bien. Si vous voulez, je pourrais vous montrer tout à l'heure. Qui est notamment un portail pour pouvoir faire tout ce qui est gestion des documents, gestion d'index, la recherche et l'intégration de données directement dedans. Donc, je rajoute mes données dedans. En gros, je dis que je vais rajouter mes opérations avec donc, un upload avec mon produit, avec mon ID, mon nom et ma description. Et derrière, je vais pouvoir faire la recherche. Donc, en gros, la recherche, je vais dire en quoi je vais rechercher dans ma requête. Donc, les terms, c'est ce que je recherche derrière côté navigateur. Et après, je vais récupérer les ID. Ces ID, je les récupère. Donc, je vais récupérer 1, 2, 3, enfin N. Et ce que je fais derrière, c'est que je vais pouvoir, au niveau de mon partie document, parce que j'ai que l'ID du produit, j'ai pas la description du produit, la totalité, je vais prendre une liste d'ID. Et en fait, je vais faire une requête SQL. Donc, c'est parce qu'il prend aussi la requête SQL en paramètres, qui dit bah, je veux un select étoile from products where P égale 1, 2, 3, enfin PID égale 1, 2, 3. Alors c'est pas un contexte parce que le contexte ne marche pas encore. Voilà pourquoi c'est une bêta. C'était demandé, ça va arriver. Mais le principe c'est voilà, vous pouvez utiliser ces éléments-là et chercher tous les documents par défaut. Alors niveau applicatif, alors je vais vous montrer. Alors j'ai été un peu flemmard sur le coup, c'est-à-dire que j'ai pas fait de champ de recherche. Pas de doute à voir. La démo sera sur Azure, après derrière je vais la déployer sur Azure. Vous pouvez retester après les éléments. Le temps que je la supprime pas avant un petit bout de temps, je pense. Par exemple, si je cherche donc, tous les thèmes qui sont écrits chocolat dedans, je vais chercher tous les thèmes écrits chocolat. L'intérêt, ça évite de faire une accession, de faire tous les champs. Là, par défaut, il est fait pour vous. Vous cherchez, vous l'avez. Voilà. Ça, c'est pour la partie donc chercher. Par exemple, si j'avais écrit citron, enfin, lemon du coup, en anglais, il sortira clair citron, parce qu'il n'y en a qu'une. L'intérêt, voilà, c'est qu'il prend tous ces éléments, vous allez pouvoir les stocker dedans, faire la recherche dessus, et vous stockez que ce que vous voulez, et ce que vous voulez indexer. C'est-à-dire derrière, si j'avais voulu, par exemple, sortir des données qui viennent du SQL, bah, j'aurais pu sortir des ID qui viennent du SQL. Si j'avais voulu sortir des données qui viennent que du Azure Storage, j'aurais pu le faire aussi, du blob, enfin énormément de choses comme cela, pour pouvoir en fait récupérer mes données où elles sont. Et j'ai un moteur de recherche qui est performant parce qu'il est dédié qu'à ça, pour le niveau d'indexation. Et les as de service, on n'a pas besoin de gérer toute la partie management, de stockage, indexation, réplication. Ça c'est pour vous. Donc, alors, remercie aux sponsors de UGSS. Hein, notez bien. Aucune boîte, mais c'est pas grave. Alors, vous pouvez évaluer donc, les sessions. Vous mettez une bonne note, c'est sympa aussi. Non, faites ce que vous voulez. Vous aurez des cadeaux. Alors, je sais pas ce qu'il y a comme cadeau, mais vous aurez des cadeaux. Ça, c'est la partie GSS, vous voulez la voir, je pense.
Donc si vous avez des questions, je suis dispo jusqu'à... Ouais, un peu encore. Je suis dispo si vous avez des questions sur Azure, toute la partie stockage ou la partie haute sur Azure, c'est des questions plus généralistes. Voilà, merci, hein.